Témoignages d'agriculteurs, de l'agriculture conventionnelle aux pratiques agroécologiques. Emmanuel Palfray, agriculteur périurbain. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce terme d'agroécologie, qui est quand même relativement large? Quand on parlait d'agriculture jusqu'à maintenant, on parlait plutôt de l'alimentation. En fait, on s'occupait de produire à manger pour les gens, éventuellement de s'occuper un petit peu du paysage, mais c'est une notion quand même beaucoup plus nouvelle. Et donc là, moi c'est vrai que je découvre la même façon de l'agroécologie, je suis dedans depuis longtemps, pour une simple raison, c'est que je suis à 10 km du Havre, et qu'on nous attend au tournant dès que on fait un pas de travers, c'est-à-dire que ça a commencé dans les années 86, j'ai eu un champ après un orage la terre a déboulé dans le village d'en dessous, et ce jour-là j'ai compris que je ne serais pas le maître, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les riverains, ils attendent beaucoup des agriculteurs, mais ils attendent à manger, etc., mais ils attendent aussi qu'on fasse très attention à ce qui va arriver demain. Et c'est à partir de ce moment-là que mes référents ont changé, j'ai changé de système. Et moi, c'est la vie dans la société, le regard et le lien avec les citadins. Enfin, moi, je me suis presque toujours senti étranger là où j'étais. Étranger au sens où il y a de moins en moins d'agriculteurs tout près du Havre. Et je me suis dit, si je veux m'en sortir et si je veux survivre à cette situation-là, il faut que je m'adapte à mon contexte coûte que coûte. Et donc forcément, directement, on est dans l'agroécologie. Enfin, je trouve, d'une certaine manière. En tout cas, la partie sociétale est tout de suite là, la partie économique forcément, et puis la partie environnementale, quand on a affaire au problème d'érosion, etc., on y pense tout de suite. Alors, circuit court, ça vous parle, hein? Oui. Alors, donc, la façon de s'en sortir à 10 km du Havre, quand on ne voyait pas de possibilité d'agrandissement, moi je suis installé depuis 92, mes parents, c'est une ferme familiale qui est dans les mains de la famille depuis 1872, parce que en fait les aïeux avaient été défermés de la banlieue du Havre déjà. Et donc l'idée est venue à mes parents pour pouvoir m'installer suite à la proposition d'un conseiller agricole qui était spécialisé à la Chambre d'agriculture en diversification. À l'époque, on avait commencé à créer des postes de diversification sans y croire vraiment, et donc ce conseiller a réuni autour d'une table différents agriculteurs qui avaient chacun des spécialités et qui étaient proches du Havre. Donc il a réuni une cinquantaine d'agriculteurs, et puis à force d'écrémage, on s'est retrouvés à 7 ou 8 à bien nous entendre et à penser qu'il était possible de faire un magasin de vente directe. Alors là, vous avez l'habitude d'entendre parler des Cumas, mais c'était un magasin en Cumas. En gros, chacun restait propriétaire de son produit jusqu'au passage en caisse, et puis on mutualisait la force de vente, c'est-à-dire des femmes d'agriculteurs ou des agriculteurs qui venaient vendre en fin de semaine. On était plutôt destiné sur des produits haut de gamme, plutôt supérieurs pour les week-ends, et c'était le début de l'époque où les gens voulaient manger bien, etc., etc. Et donc, on a créé un GIE qui a 30 ans cette année, et aujourd'hui on a monté tranquille entre 5 et 10% de plus tous les ans. Et on vient d'agrandir le magasin pour faire de la viande rouge, et c'est vrai qu'on peut dire qu'on est un peu les pionniers dans la région à avoir mis ça en place et avoir tenu autant de temps. Et je pense que là du coup je vais reparler comme c'est ça la grande force de l'agriculture, je crois, c'est le collectif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le souci n'est pas de gérer des budgets, mais c'est de gérer l'humain, que tout le monde y trouve sa place, de prendre le temps d'écouter, le temps de trouver le bon chemin qui va correspondre à tout le monde. Et peut-être qu'il y a un élément qui n'est pas tout à fait apparu, mais la difficulté et la force de l'agriculture, c'est le temps, c'est-à-dire que nous, il nous faut du temps, mais c'est solide. Et au bout, on voit qu'il y a des vraies possibilités encore à venir. Aujourd'hui, donc la viande rouge, et puis demain, des jeunes qui pourront peut-être faire des escargots, du foie gras, enfin il y a plein de possibilités. Voilà pour le magasin. Alors vous y mettez quoi, vous? Alors moi personnellement, donc quand je me suis installé, on n'avait pas de cidre. On achetait du cidre dans l'Eure, donc c'était pas très loin, mais c'était dommage de ne pas avoir une production de cidre, et ça complétait bien avec mon exploitation. On a un corps de ferme typique, je ne sais pas si vous connaissez le pays de Caux, mais c'est les Clos Mazures.
Et dans les clos masures, il y a toujours... Le clos masure, en général, c'est 10% de la surface de l'exploitation. Donc, si une ferme fait 40 hectares, il y a 4 hectares de clos masure, entourés de talus. On dit des fossés dans le pays de Caux, mais les talus, qui sont plantés de hêtres. Et puis à l'intérieur, on a le verger de pommes à cidre qui servait à breuver tous les salariés parce que les eaux de mare n'étaient pas très saines. C'est une sorte de havre de paix, si on peut dire, voilà, bien protégé. C'est à voir. Hein. Là, aujourd'hui, le département de Seine-Maritime essaye de faire valoir à l'UNESCO ce patrimoine historique, un patrimoine de chez nous qui est le clos masure. Enfin bref, et donc on a démarré la production de cidre, j'ai fait des formations et c'était le début du renouveau du cidre qui sortait de la production très artisanale et très aléatoire vers une production plus professionnelle, un petit peu comme le vin a fait ce travail-là dans les années d'après-guerre, quoi, en gros. Et aujourd'hui, on a évolué au travers du cidre, d'abord en Haute-Normandie avec un syndicat de promotion, mais aussi technique. Et là, avec le rapprochement des régions, on travaille au niveau de la Normandie, ça s'appelle la Maison cidricole normande, avec un volet très technique et un volet communication et faire valoir de la production. Voilà pour le cidre. Et puis j'ai fait aussi des volailles, donc sous mes pommiers, j'ai élevé des poulets que je vends en magasin. Donc ça, c'est assez simple. Et aujourd'hui, on abat 150 volailles pour le magasin toutes les semaines, avec de la découpe, etc. Et alors sur le reste de Alors sur le reste de l'exploitation, il y avait l'agriculture classique du pays de Caux quand je me suis installé, c'est-à-dire vaches laitières, bovins, une petite production de pondeuses, voire des lapins. Après on avait aussi des betteraves sucrières, des pommes de terre, enfin tout. Et puis moi j'ai simplifié, donc on a arrêté l'élevage de bovins. Je me suis consacré plus à quatre cultures, donc les pommes de terre qui sont restées, les betteraves sucrières parce qu'on avait des quotas et c'était important dans la sole, du lin textile, c'est vraiment une spécialité de chez nous, Normandie, nord de France, et puis on bouche les trous avec du blé. Alors vous allez me dire, un assolement avec 4 productions chez nous c'est impossible parce que le lin c'est 7 ou 8 ans, et en fait j'échange des terres avec des voisins, on fait des échanges de bonnes pratiques, je vais faire des pommes de terre chez eux et eux viennent faire du blé ou du maïs chez moi par exemple. Enfin bref, ça permet d'avoir un assolement qui tient la route. En 86, là je vais venir un petit peu sur la partie agronomique et ce qui m'a amené au compost. En 86... Parce qu'effectivement, on n'a pas encore parlé de ça, mais vous faites du compost, oui. Et c'est là que vous avez un lien avec... oui, le deuxième lien avec l'urbain, à côté de chez moi, enfin l'adaptation au milieu, on va dire, ça a été de me rendre compte que quand les déchetteries se sont ouvertes dans les années 96, évidemment les déchetteries collectaient des déchets verts. Un jour, ça a à moitié pris feu dans le centre technique au milieu de la ville parce qu'ils avaient collecté des déchets verts, ça puait, ils ne savaient plus quoi faire. Donc ils m'ont demandé si je pouvais faire quelque chose. La première année, j'ai accueilli et j'ai brûlé. Puis la deuxième année, je me suis dit c'est vraiment trop bête. Donc on s'est intéressé au compost, ça c'était en 97, et puis donc on en faisait 1000 tonnes par an environ donc de ma municipalité. Puis en 2001 a été créée la CODA, c'est la communauté d'agglomération havraise, et là il y a eu marché public, ça devenait très sérieux, et je me suis adapté à cette logique de collecte de déchets verts, valorisation des déchets verts. Très peu de temps après, j'ai adhéré au réseau des composteurs de France, où on mutualise toute notre recherche-développement, où on s'encourage parce qu'il y a toujours beaucoup de problèmes à travailler des déchets, que ce soit d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue de l'environnement voisin, etc. Et ça fait beaucoup de bien de se retrouver à discuter de nos problèmes et les partager pour trouver des solutions. Donc voilà l'autre aspect de mon activité. Ça représente quel volume et comment vous le valorisez sur l'exploitation ? Alors ça représente 8000 tonnes par an. Le but c'est d'arriver à 10 000 tonnes, grosso modo, c'est pour justifier les investissements de la plateforme. Et on les valorise en tant qu'engrais organique sur l'exploitation, mais aussi pour les voisins. Si vous voulez, le deal avec la collectivité, nous on a des limons très battants dans le pays de Caux, et l'argument que la collectivité a retenu pour essayer de développer... en fait, c'était de réintégrer les composts qui étaient le fruit de la valorisation des déchets verts de la ville, des déchets verts qui venaient des citoyens du Havre. C'était de dire, mais avec ces déchets verts-là, on va faire du compost et on va les remettre sur les champs dans l'agglomération pour limiter les problèmes de ruissellement.
En gros, les déchets verts, ils font moins de 10 km aller-retour. Moi, je fais moins de 10 km de toutes les déchetteries du Havre, et ça repart à moins de 10 km pour être remis dans les terres autour. Et de ce point de vue-là, c'est un cycle vertueux à tous les niveaux. Ce qu'on peut en transport, etc. Et ça vous a vraiment permis de réduire vos utilisations oui, alors, pratiquement, d'engrais. on n'a plus ni d'achat de potasse ni de phosphore, quasiment. Quoi. Ouais. Et en azote, c'est plus compliqué? C'est plus compliqué parce qu'au début, les composts ont besoin d'azote pour se décomposer. Et moi, alors là, pour le coup, c'est un problème de temps. C'est-à-dire, je suis hyper sollicité dans plein de domaines, et donc je reconnais que l'attrait de ces techniques est fort pour moi, mais j'ai besoin de quelqu'un. Enfin là, si j'avais un jeune motivé, passionné, qui soit prêt à réfléchir sur cette dynamique-là, sur l'exploitation, parce que je suis convaincu que le sol et l'agroécologie, enfin ce que vous faites là, il faut être autanté à leur hache pour intervenir sur le sol quand il y a un souci. Enfin moi, je pense que c'est, enfin peut-être je me trompe, mais dans le magasin dont je fais partie, il y a un maraîcher bio qui est bio depuis 50 ans ou 40 ans. Et lui, il dit, moi, il ne faut pas me parler de compta, il ne faut pas me parler de rien. Je veux être dans mon jardin, dans mon champ, tout le temps, 24 sur 24. C'est-à-dire que dès qu'il y a une intervention, un salissement et autres, il faut le faire avant que la pluie arrive, il faut être là tout le temps. Et je pense que le secret du bio, bon, peut-être plus ou moins, mais c'est quand même là, quoi. Il faut intervenir très vite. En fait, ce qui ressort dans toutes vos présentations, il y a quand même ce côté humain, groupe. Hein, je pense que formation, vous avez beaucoup parlé de formation aussi. Ouais, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? C'est vraiment quelque chose d'important? Oui, moi je fais un petit aparté par rapport à la formation. J'ai fait le stage Entreprendre et Réussir qui était organisé par le CR France, là. C'était il y a une dizaine d'années. Et en fait, je trouvais qu'on avait un gros malaise en agriculture, c'est le problème de la communication. C'est-à-dire qu'on ne savait pas exprimer... et je ne sais pas si c'est un réflexe agricolo, catho ou quelque chose, qui fait qu'on est toujours un petit peu en deçà de notre... la fierté est difficile à admettre et à faire valoir. Voilà. C'était jamais bien vu. Et je me suis dit, on a un problème de communication, et du coup, on a un problème aussi à commercialiser. C'est-à-dire que très vite, l'agriculture a pris le pas de transformer à travers les coopératives, etc. Mais vite, dans les années 60-70, on a loupé la marge de la distribution. Et puis, 20 ans plus tard, on voit des céréaliers qui font de la spéculation sur la bourse. Et je me dis, là, on a quand même un gène qui nous manque au niveau de l'agriculture, c'est l'histoire de la commercialisation et de la communication. Et je pense que si on arrive à trouver, à pallier à ça, après c'est bon. Et c'est pour ça que je pense que le fait de pouvoir s'exprimer là et puis d'expliquer ce qu'on fait, c'est important pour que les gens trouvent une fierté. C'est-à-dire demain, si vous parlez comme ça devant vos salariés ou que les salariés voient dans le journal qu'il y a une fierté des produits que vous avez fait, etc., c'est aussi leur dire merci quelque part. Et ça, des fois, on ne sait pas le faire. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.